sous le capot, il utilise Express. Mais le framework, il est compatible, donc on peut utiliser d'autres frameworks autres que Express. Et donc, il est complètement compatible avec Express et avec Fastify. Alors, l'approche adoptée par donc, le framework, donc c'est exactement le parallèle de Angular. Donc, celui qui sait déjà développer avec Angular, il va se retrouver très, très facilement, très rapidement. Il va commencer à devenir très, très productif. Et en plus, donc, le framework il présente une CLI qui nous permet de générer du code et donc ça va nous permettre de générer du code de manière vraiment avoir la même structure un peu partout au niveau des projets. Et puis en dernier lieu, donc ici, donc, puisqu'on vient de faire le parallèle avec Angular, et donc Angular, il utilise de manière intensive l'injection de dépendance, ça permet de découpler les différents composants. Et donc ici aussi, donc ça n'échappe pas à la règle, donc on va voir que l'utilisation de l'injection de dépendance, et donc bien sûr, donc cela implique qu'il y a un conteneur qui permet de faire l'inversion de contrôle qui est géré par le framework. Alors là, pour commencer, donc on va installer Nest, et donc pour l'installer, tout simplement, donc npm install -g nest.js CLI. Alors, si vous vous souvenez, au niveau de Angular, c'était pareil. Donc, npm install -g @angular CLI. Donc, c'est vraiment donc, le parallèle. Et puis, création d'un nouveau projet, nest new, et puis vous appelez votre projet comme bon vous semble. Après, donc la CLI, qu'est-ce que donc on va voir le fait d'installer donc la CLI Nest. Et donc la commande c'est Nest ici. Et donc pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire avec, eh bien on vient de voir qu'on peut créer un projet new Nest New Project. Mais aussi on peut donc on va l'utiliser très souvent pour générer du code et donc pour générer comme on avait vu au niveau de Angular, on générait les composants, les modules, etc. Et bien ici c'est pareil, donc on peut générer une application, on peut générer des classes, la configuration des contrôleurs, etc. Alors quand on va créer un nouveau projet, donc la structure, si on regarde un peu, donc il ressemble un peu donc à celle d'Angular. Et la première remarque, c'est on utilise ici donc le système modulaire ECMAScript 6. Donc on utilise import, export. Et puis donc alors au niveau de la structure, donc on a ici un point d'entrée, donc le dossier dans le dossier source. On a le point d'entrée de notre application, c'est le fichier main.ts. Et donc au niveau de fichier de ce fichier main.ts, donc c'est celui que vous avez ici en bas. On fait le bootstrapping exactement un peu comme dans Angular. Donc, mais ici on va démarrer notre serveur. Alors ici, bien sûr, ça c'est la version vraiment basique. Quand un projet grandit, on va ajouter plein de choses ici. Au niveau du bootstrapping, si on veut partager des choses au niveau de toute notre application, des fois c'est intéressant de le faire à ce niveau. Et donc alors on va voir que, donc alors ici on a le mot-clé, donc async et await. On n'en a pas parlé quand on avait fait les promesses. Alors c'est juste ici une autre manière d'écrire du code asynchrone. Quand ici la fonction que j'ai ici qui s'appelle create de la classe Nest Factory. Et donc quand j'appelle ça, ça retourne une promesse. Et au lieu de faire .then, donc il y a une autre manière de faire ça avec du JavaScript ECMAScript 6. Et donc ici, le code ici ne va pas, l'instruction suivante ici ne va pas s'exécuter qu'après la fin de celle-ci. C'est-à-dire après que la promesse soit résolue. Et la valeur retournée par la promesse sera affectée à la variable app. Et donc comme vous allez voir ça, donc on peut créer des fonctions comme ça qui sont, on va les déclarer comme asynchrones et à l'intérieur, on va avoir le mot-clé await. Ça permet d'attendre jusqu'à ce que la promesse soit résolue. Et donc là, c'est le mot await utilisé 2 fois. Et après, on appelle cette fonction qui s'appelle bootstrap. C'est tout simple.
Après, on a app.module.cs. Et donc, vous rendez compte déjà qu'on est pratiquement dans du Angular. Et donc, on bootstrap notre application. Et qu'est-ce qu'on bootstrap? Donc, il y a un module racine au niveau de notre application. Et bien sûr, donc, ça va être, ce module peut dépendre d'autres modules, etc. Plus tard, on va voir. Et donc, alors, notre module, la structure de notre module, on la voit ici. Donc, vous voyez, donc, on fait les imports en haut, on déclare une classe ici qui s'appelle AppModule, et on va utiliser un décorateur exactement comme dans Angular, qui était ngModule. Ici, c'est module tout simplement. Et on a ici les imports, les contrôleurs, les providers, etc. Et donc, on passe un objet au module dans lequel on décrit en quelque sorte notre module. Alors, au niveau des imports, c'est les dependencies. Et parce qu'on veut créer une application côté serveur, donc on verra qu'on va utiliser les contrôleurs. C'est les objets qui vont être responsables pour gérer, enfin pour répondre aux requêtes des clients. Et puis on va voir les providers, c'est là où on va mettre les services, exactement comme dans Angular. Alors, le contrôleur, c'est l'un des éléments qu'on va retrouver très souvent au niveau de nos applications parce que c'est là où on va interagir avec l'utilisateur pour répondre aux requêtes HTTP, hein, donc pour récupérer, donc faire le traitement des requêtes et répondre, générer les réponses HTTP. Et donc à ce niveau, donc, on va créer des composants qui sont appelés des contrôleurs. Et donc ces contrôleurs, on va les mettre autant de contrôleurs que je sais pas moi, de parties que vous avez dans votre application. Alors si vous avez à gérer un blog, par exemple, vous allez avoir, je sais pas moi, un contrôleur post. Gérer les utilisateurs, vous allez avoir un contrôleur qui permet de gérer les utilisateurs, etc. Alors, pour un contrôleur, donc j'ai mis ici une description, une anatomie d'un contrôleur. Alors, un contrôleur, donc bien sûr, pour l'utiliser, il faut l'importer. Et donc, quand on importe, on a ici la notation ou le décorateur contrôleur qui permet de définir notre contrôleur. Alors, qu'est-ce que ça fait le contrôleur par rapport à une application? Eh bien, ça définit le système de routage. Parce qu'à chaque fois qu'une requête, en fonction de l'URL que vous donnez au niveau de votre requête, eh bien, on va faire un système de routage vers l'un des contrôleurs que vous avez. Et spécifiquement, pour chaque requête, on va aller vers ce qu'on appelle une action au niveau du contrôleur. Alors, par exemple, ce contrôleur qu'on voit ici, c'est juste une classe qui est annotée avec la notation ou le décorateur contrôleur. Et ici, au niveau du contrôleur, on donne quel est le préfixe, le chemin. C'est-à-dire, alors si on est dans notre serveur ici, localhost/post, ça c'est le path. Et donc, par rapport à ce path, si l'utilisateur fait une requête get, c'est cette méthode qui va être exécutée. Et là, le return ici, on va générer la réponse. Ici, tout simplement, j'envoie une réponse qui est texte. Mais en général, il faudrait répondre répondre à la question ou à la requête de l'utilisateur. Alors bien sûr, quand vous créez un contrôleur, il faut le déclarer. Et donc là, on l'a déclaré dans le contrôleur AppModule, le module de base. D'accord? Comme on peut faire une application modulaire, et pour chaque contrôleur, par exemple, s'il s'agit de poste, je vais créer un module poste. D'accord? Donc dans lequel je vais déclarer mon contrôleur. Et le module, je vais le déclarer aussi au niveau du module racine, etc. Et ça va nous permettre de créer une application vraiment très bien structurée. Alors, donc pour faire des opérations en général au niveau d'un contrôleur, on a besoin donc bonjour. Donc pour faire des opérations relatives donc à une API REST en général, donc vous avez à faire toutes les méthodes, à utiliser toutes les méthodes HTTP, GET, PUT, POST, etc. Et bien, elles sont toutes implémentées au niveau d'un contrôleur. Et vous avez donc si vous créez une classe et vous la décorez avec contrôleur, eh bien, vous pouvez intercepter toutes les requêtes en fonction de leur méthode utilisée.
Alors, s'il s'agit de poste, en général, c'est pour la création d'un poste. S'il s'agit d'une méthode get, c'est en général pour requêter, pour obtenir soit l'ensemble des étudiants, enfin des postes ici. Je fais ça pour on va dire, contrôleur pour les postes. Et donc ici, c'est pour récupérer une partie ou tous les utilisateurs. Et on voit très bien ici que, par exemple, pour une requête poste, quand on fait une requête poste, la plupart du temps, les données sont envoyées, enfin la plupart du temps, les données sont envoyées dans le corps de la requête. Et si on veut récupérer les données qui sont dans le corps de la requête, vous voyez ici qu'on utilise un décorateur au niveau du paramètre de la méthode ici. Là, avec ce décorateur, la variable que j'ai ici qui s'appelle createPostDTO, elle va récupérer les données qui sont envoyées dans le corps de la requête HTTP. Et ici, je n'ai qu'à utiliser ça pour faire ce que je veux. Donc ici, la plupart du temps, c'est pour insérer ça dans une base de données. D'accord? Donc vous voyez que le code, vraiment, il devient très très clair. Et je ne sais pas si vous avez fait du J2E. C'est vraiment très familier pour ceux qui ont fait du Spring, par exemple. Donc, c'est des choses qui sont courantes au niveau de Java. Alors, get aussi, donc je peux récupérer un seul utilisateur ou un seul poste, par exemple. Ici, il s'agit d'un paramètre que vous envoyez au niveau de l'URL, exactement comme dans Angular. Et donc ici, on passe le paramètre en le préfixant de 2 points. Et après, au niveau de la fonction qui sera exécutée, ou la méthode, donc ici, on passe le paramètre. Et le ID ici, c'est le paramètre qui est envoyé au niveau de l'URL. Alors, par contre, ici, pour la méthode get, ici, si vous pouvez envoyer des paramètres dans la query string, après le point d'interrogation, au niveau de l'URL, après le point d'interrogation, si vous voulez récupérer la query string, eh bien, vous avez ici query. Et donc, je le mets dans la variable query, ça va être un objet. Et cet objet, donc, en fonction des éléments que vous avez au niveau de votre query string, vous pouvez y accéder. Et ici, j'accède au paramètre limite qui se trouve au niveau de la query string. C'est vraiment cool. Alors après, donc ici, put pour ici mettre à jour. Donc ici, on utilise vraiment les verbes au niveau des API REST. Il faut respecter les normes. Quand je veux modifier une ressource, j'utilise la méthode put pour la modifier. Et donc en général, on doit envoyer l'identifiant de la ressource qu'on veut modifier. Parce que derrière, il va falloir faire une requête SQL en général pour aller récupérer cette ressource grâce à son ID. Et puis, il faut envoyer ici les données, les nouvelles données, parce qu'on va faire un update au niveau de SQL. Et bien, il faut donner les nouvelles données. Et ces données, ils sont envoyées au niveau du corps de la requête. Et ici, donc, tout devient vraiment transparent. On n'a pas à aller gérer tout ça. Donc, tout est préparé. Et puis, pour delete, c'est pareil. Delete, on a besoin juste de l'ID ou de la clé primaire, si vous voulez, pour exécuter la requête. Donc voilà, grosso modo, donc, pour la création d'un contrôleur. C'est vraiment très, très simple. Ouais. Ça ressemble un peu à Vue.js. Ça ressemble un peu à Vue.js. Oui, donc alors ici, mais là, on est côté serveur. Là, on est en train de répondre. C'est juste au niveau de... Ça ressemble beaucoup. Donc, on avait vu au niveau de module à Angular. Et ici, vraiment, on recopie Angular, mais ce qu'on fait côté serveur, c'est pas exactement ce qu'on fait côté client. Ici, on est en train de répondre aux requêtes. Et quand on est sur le client, la plupart du temps, on va faire des requêtes. D'accord? C'est principalement ça la différence. Mais ça rend vraiment le code très, très pratique. Donc, tout ce qui est technique ici, on le cache et on va le représenter par des décorateurs. Parce que c'est des choses qui vont se répéter. À chaque fois, je vais obtenir une requête. Quand j'obtiens une requête, en fonction de quelle est la méthode, etc. Donc, on va faire un système de routine, de routage. Hein, et donc, ici, le routage, il est vraiment très simplifié. Et donc, on n'a qu'à utiliser, donc ici, les décorateurs pour sélectionner les verbes, les méthodes. Et en fonction des méthodes, on peut récupérer donc les paramètres.
de la requête, c'est-à-dire les paramètres au niveau du path, grâce à la notation parab. On peut récupérer les paramètres de la query string grâce à query. Et on peut récupérer le corps de la requête grâce à path. Et donc, on peut tout faire, finalement, de manière vraiment très simple. Alors après, bien sûr, donc on ne va pas tout faire au niveau des contrôleurs. Les contrôleurs, ils sont là. Leur responsabilité, c'est de répondre aux requêtes. Et donc, si vous avez à faire des traitements poussés, par exemple, accéder à une base de données, etc., eh bien, on ne va pas y accéder à partir d'ici. Enfin, à partir du contrôleur. Donc, il faut forcément passer par des services. Et donc, ici, on va créer des services. Et donc, comme dans Angular, donc on va utiliser la notation injectable. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de déclarer votre service pour qu'il soit reconnu au niveau de la clé provider, au niveau du module. Et voilà, et puis l'injection de dépendance. Alors ici, il peut se faire de plusieurs manières. Parce qu'il faut savoir que quand on fait de l'injection de dépendance, derrière, il y a un conteneur pour l'inversion de contrôle. Et donc ici, la manière la plus simple, c'est d'utiliser le constructeur. La plupart du temps, donc on va faire ça au niveau du constructeur et la plupart du temps, on va avoir, quand on va injecter une dépendance, cette dépendance va être un singleton. Alors un singleton, ça veut dire qu'il va y avoir une seule. La première fois qu'on va utiliser cette dépendance, ça va créer un objet qui va être logé, entre guillemets, dans le container. Et s'il y a un autre objet qui fait la même chose, eh bien, il va accéder au même objet. Et on va le voir tout à l'heure, on va le tester en réel pour que vous le sentiez, ça, oui. Mais concrètement, c'est d'abord une instance. Oui, c'est une instance. Non, initialement, il n'y avait aucune instance. Mais la première fois qu'on va faire l'injection d'une dépendance, eh bien, à ce moment-là, s'il n'y a pas d'instance, on va créer l'instance. Maintenant, après, si un autre objet, quelque part, injecte la même dépendance, eh bien, on vérifie d'abord, est-ce que cette dépendance n'existe pas dans le contrôleur, dans le container. Si elle existe, on la passe. Mais des fois, donc la plupart du temps, c'est comme ça. Donc ici, quand on fait l'injection de dépendance. Et donc, ça va nous permettre d'avoir un seul objet qu'on va pouvoir utiliser un peu partout. D'accord? Un objet ou plusieurs objets. Des fois, si on se connecte à une base de données, derrière, on peut créer un pool d'objets. Et donc, pas seulement un, mais plusieurs. Et donc, à chaque fois qu'il y a un objet qui a besoin, par exemple, je ne sais pas moi, d'une connexion vers une base de données, eh bien, on lui passe un objet qui est libre. Parce que là, vous savez, donc pour accéder par exemple à MySQL, c'est bloquant. Et donc, si vous avez plusieurs requêtes concurrentes, ben, il faut avoir plusieurs objets pour avoir donc, à donner à chacun pour se connecter. Sinon, on va attendre. D'accord? Et donc, ça dépend. Donc, on verra. Donc, on utilisera. Donc, on va tester les providers. Vous allez voir l'injection de dépendance et les providers. Alors, l'anatomie d'un service, c'est tout simplement, donc on va ajouter la notation injectable à une classe. Et après, vous définissez vos méthodes. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de déclarer ça dans votre module, comme quoi c'est un provider. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez l'injecter. Et donc, n'importe où. Hein. Donc, je peux l'injecter ici dans un contrôleur. Parce que mon service, donc, je vais l'utiliser. Donc, il ne faut pas l'utiliser dans les traitements à l'intérieur du contrôleur. Donc, c'est la manière qu'on utilise pour externaliser ces traitements. Et donc, non seulement pour les externaliser, mais aussi pour les partager. Le même code ou les mêmes objets, je peux les réutiliser un peu partout dans mon code. Voilà, donc alors pour tester, donc ça c'est la première étape. Et donc la deuxième étape, donc c'est d'installer Nest. Donc si vous êtes connecté, donc vous allez pouvoir le faire donc, en utilisant npm install -g, il faut que ce soit global, @nestjs/CLI. Et donc il faudrait qu'on installe la CLI.
Après avoir fait ça, donc vous allez avoir la commande Nest. Vous pouvez utiliser un peu partout dans votre système de fichiers, là où que vous soyez. Donc moi, je vais me positionner dans WebStorm Projects. Et donc, je vais créer un nouveau projet. Donc, Nest, New, exactement là, Angular. Et donc, appelez votre projet comme bon vous semble. Et donc, ici, Nest Project. Alors, j'ai déjà créé un projet sous ce nom. Et donc, je vais pas le, alors, je vais le faire quand même. Donc, je vais appeler ça juste pour qu'on voit la. Donc, alors, ici, il est en train de créer le fichier package.json. Donc, il me demande la description de mon projet. Donc, ici, vous lui donnez donc, un projet Nest. Et donc, la version 1.0, 1.0, l'auteur, etc. Merci. Et voilà, donc il va me créer mon projet. Et là, une dernière question ici, il me dit, est-ce que vous voulez utiliser NPM ou Yarn? Yarn, c'est un autre utilitaire qui permet de gérer le package de Node.js. Donc, mais il faut l'installer, cet utilitaire. Ouais. Arrobas nest.js/cli. Bon, là, il est en train d'installer, c'est déjà fait, hein. Donc ici, voilà, donc il me dit CD Nest Project. Et donc CD Nest Project, alors Nest Project. Et puis il me dit de faire npm run, vous voyez ici ça en gris, run start. Donc ça c'est les scripts qui sont configurés au niveau de package.json. Et donc voilà, il m'a démarré un serveur web, et donc je peux y accéder en utilisant localhost sur le port 3000 par défaut. Voilà, et donc le serveur me dit hello world. Bon. D'accord. Bon, donc on va l'arrêter et on va ouvrir ça avec comment il s'appelle, avec WebStorm. Et on va essayer de voir donc ce projet. On va le rapidement donc développer pour voir que vraiment c'est très très facile à prendre en main. Alors, donc ici je vais ouvrir mon projet, open. Alors j'ai appelé ça Nest Project ou Projects, c'est pareil. Donc, voilà la structure de mon projet. Alors au niveau de package.json, donc vous pouvez avoir ici les différentes commandes que vous pouvez exécuter, hein. Donc on va pas le faire. Alors la première, donc il faut, donc c'est npm start qu'on a exécuté tout à l'heure. Mais on peut aussi exécuter npm start de .dev, npm run start de .dev. Et là, ça va utiliser NodeMon. Et NodeMon, il permet de faire du live coding. Et donc, à chaque fois que vous faites des modifications,
vous rafraîchissez, vous voyez ces modifications. Si vous exécutez tout simplement ici npm run, alors npm run start, tout court, et bien si vous faites des modifications au niveau de vos fichiers, même si vous réfléchissez, il ne va pas les reconnaître. Et donc ça c'est pour le développement donc back-end. Donc on utilise ce module node le package node daemon, node monitor. Et donc ici il faut démarrer comme ceci. Donc npm run start .dev. Et à partir de maintenant, à chaque fois qu'on va faire des modifications, il suffit de rafraîchir le browser pour voir les modifications. Donc on va revenir à notre browser ici et on va réactualiser. Et donc on a ici notre Hello World. Alors après, donc il faut aller dans le dossier source. Et dans le dossier source, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc il y a le fichier main.ts. Donc c'est le fichier d'entrée dans notre application. C'est là où on fait le bootstrapping. Et on voit que notre serveur ici, il écoute sur le port 3000. Et donc le module de bootstrapping, c'est celui-ci, app module. Et donc on peut l'ouvrir à partir de là. Alors qu'est-ce qu'il fait notre module? Eh bien tout simplement, donc il va déclarer les contrôleurs et les services qu'on va utiliser au niveau de notre application. Et donc ici au niveau du contrôleur, on déclare app controller. Et au niveau des providers, on déclare le app service. Alors pour le app controller ici qu'on a importé, le voici. Donc on peut l'ouvrir. Notre contrôleur, il ne fait pas grand-chose. Eh bien, on peut déjà voir qu'ici, on a injecté notre service. On utilise ici app service. Et app service, on l'a injecté. Il est défini dans le service, dans un autre fichier ici. Et donc ici, on l'a injecté et on a utilisé this.appservice.getHello. Et donc la méthode getHello est définie dans le service. Et bien sûr, le service, c'est celui que vous avez ici, appservice. Alors ici, donc bien sûr, si vous allez vers le service, appservice, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a une seule méthode ici, getHello, qui retourne un string. Et donc ici, hello world. Alors, on peut ici, donc hello CTRL S, et donc le fait d'enregistrer, vous voyez ici que ça, mais ici il faudrait actualiser, donc vous voyez ici, donc ça a changé. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on pourra faire très rapidement? Donc on va faire, je sais pas moi, une application CRUD, par exemple, dans mes slides tout à l'heure, je parlais de post. Et donc, on va voir un peu comment on génère le code et comment très rapidement on va pouvoir faire des choses. Alors, ce qui est vraiment fondamental pour le moment, c'est d'avoir le fichier main.ts qui démarre un module qui s'appelle app module. Et donc, on va garder notre module app module et on va le vider. Donc, pour le moment, il n'y a rien ici. Et bien sûr, les fichiers que je charge ici, donc que j'importe ici, il faudrait que je les enlève. Et à partir de maintenant, je peux supprimer mon contrôleur et donc le test du contrôleur. Vous voyez que c'est un peu le parallèle d'Angular. Et puis, quoi d'autre? Mon service aussi, je le supprime, voilà. Alors, une application vraiment qui fait rien du tout, la voici. Donc, mais qui démarre quand même. Alors, bien sûr, il ne répond à aucune requête. Bien sûr, pour répondre aux requêtes, il faudrait qu'on ait un contrôleur. D'accord? Mais pour organiser notre code, donc ça va être, je pense, la bonne approche à utiliser. Par exemple, je veux maintenant gérer des postes. Et donc, on veut générer des postes créés et puis faire les opérations de CRUD, c'est-à-dire ajouter un poste, modifier un poste, supprimer un poste, afficher tous les postes, etc. Alors, pour faire ça, eh bien, on va avoir d'abord recours à la CLI. Et la CLI, c'est Nest. Et puis, donc, je vous conseille d'écrire un -h pour voir un peu ce qu'on peut faire avec la CLI.
Et donc ici, avec la CLI, on l'a utilisé tout à l'heure pour générer un nouveau projet. Donc on écrit Nest New, nom du projet. Et donc ça va créer un dossier qui représente notre projet. Et après, donc on va avoir à utiliser Generate comme dans Angular. Et donc ici, Nest Generate. Et donc alors, et puis on peut générer plein de choses ici. Alors, on va se concentrer aujourd'hui sur deux choses fondamentales, sur les contrôleurs et les services. Et donc ici, pour générer un contrôleur, c'est CO. Ça, c'est l'alias. Vous pouvez écrire toujours contrôleur, mais donc vous avez le raccourci, c'est CO. Et pour générer un service, alors il est où le service? Donc ici, service, c'est S. D'accord? Mais vous voyez qu'on peut générer plein d'autres choses. Alors, je ne vous ai pas montré, bien sûr, donc, le site de Nest ici. Le site de Nest, très rapidement, donc toutes les choses qu'on peut générer, ben, ils sont décrites de manière vraiment très, très bien faite au niveau de la documentation. Alors ici, donc, vous avez les premiers pas, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, installer, etc. Après, donc, vous avez le contrôleur, et après les providers, les modules, et après, donc, les middleware, les exceptions, les pipes, etc. C'est des concepts qui sont très utilisés au niveau des applications côté serveur. Et c'est vraiment la plupart du code ici, c'est du code, enfin, c'est des choses qui sont techniques. Et donc, on verra après comment donc, Nest implémente toutes ces fonctionnalités. Alors, on va générer, donc on va commencer par générer un module, et donc un module pour les postes. Et donc pour ça, donc on va écrire Nest Generate module, et donc on va l'appeler posts. Et donc il va nous générer un module, et à chaque fois, comme dans Angular, il va nous dire ce qu'il a fait. Ben, il a créé un fichier, un dossier post, dans lequel il a créé un fichier post.module.ts. Et il a mis à jour app.module, le module bootstrappé. Et donc, alors, si on va vers notre dossier source ici, on va trouver qu'il a créé un dossier et dans lequel on a notre module. Et puis, au niveau du module de bootstrapping, il a importé notre module. Et alors maintenant, donc, on va aller plutôt travailler dans notre module à nous, ici. Et c'est là où on va déclarer, par exemple, nos contrôleurs, les contrôleurs qu'on va utiliser. Alors, je ne vais rien toucher ici. Et donc, vous allez voir que le fait juste de générer, en utilisant la CLI, ça va vous permettre d'avoir du code bien structuré. Et donc, ici, on va générer un premier contrôleur. Et donc, ici, Nest Generate Controller. Et donc, je vais l'appeler ici, donc, Posts. Alors, vous pouvez donner un chemin si vous voulez organiser aussi vos fichiers. Mais ici, il s'est rendu compte que Posts, c'est le même nom que j'ai pour le module. Et donc, il a mis ça dans le même dossier. D'accord? Et en même temps, alors ici, il a mis à jour Post.module. Vous voyez ici qu'il a ajouté Post Controller au niveau de mon module Post. Alors après, si j'ouvre maintenant mon fichier nouvellement généré, Post, eh bien ici, on va pouvoir intercepter les requêtes des utilisateurs. Et d'ores et déjà, ici, on a notre serveur qui est démarré, notre application qui est démarrée. Donc, on peut déjà accéder. Hein. Et donc, ça marche. Vous voyez ici que je suis en train d'accéder à une ressource qui n'existe pas. À la racine, mon serveur me dit que, en faisant la requête GET, il n'a pas trouvé de route qui permet de répondre à cette requête. Et donc ici, il m'envoie un statut 404. Et par contre, j'ai ici Post, et là aussi, il va m'envoyer 404 parce que je n'ai rien mis pour répondre à la requête venant au path Post. Alors maintenant, au niveau de mon contrôleur ici, eh bien, on peut créer des routes.
Et donc, pour créer des routes ici, donc je vais utiliser get. Et donc, get, oui, ici, il a été importé de Nest.js common. Et là, on va lui associer une fonction qui va s'exécuter. Et donc ici, get all, par exemple. Et donc là, on va chercher, donc retourner tous les posts, return. Donc ici, all posts. Voilà, CTRL S. Ah oui, ici, ça lui plaît pas. Donc, au niveau de LinkedIn, il aime bien qu'on lui mette les cotes au lieu des guillemets. Et donc, si je reviens ici et donc je fais ça, et donc ici, all posts. Alors ici, vous pouvez envoyer vraiment ce que vous voulez. Donc ici, la réponse ici, par défaut, c'est du JSON. Et donc, si vous envoyez ici post, alors post, et puis donc juste n'importe quoi, donc les valeurs. Et donc ici, si j'actualise, je vais avoir mon objet qui s'est réalisé automatiquement donc en JSON. D'accord. Alors bien sûr, à ce niveau, donc ici, on va pas, donc ici, il faudrait qu'on envoie une réponse, mais cette réponse, en général, il doit provenir en général d'un service. D'accord. Mais donc ici, donc je peux garder ici post, et puis on va créer un peu la structure d'une API REST. Et donc on va voir donc get pour récupérer tous les posts. Et puis donc à la limite, donc ici on peut utiliser des critères de filtrage. Et donc là on peut utiliser query. Et query ici, c'est les query paramètres, s'il y a des paramètres de la requête. Et donc je vais appeler ça query. Et je peux utiliser ça à l'intérieur pour récupérer tous les paramètres de la query string. Alors après, donc on va utiliser post pour répondre aux requêtes post. Et donc pour répondre aux requêtes post, là c'est pour create post. Et alors, bien sûr, pour créer un post, il faudrait envoyer le nouveau post que vous voulez créer. Et donc, pour ça, donc, il faut récupérer le corps de ma requête. Et là, je vais mettre ça, donc, je vais mettre ça dans une variable que je vais appeler post. Hein? À enregistrer la vidéo? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, je l'ai fait. Et donc, je vérifie, hein, puisque vous le dites. Oui, ça marche, ça fait déjà 40 minutes. D'accord. Et donc alors ici, bien sûr, j'envoie le post, mais donc le post, il faudrait qu'on récupère ce post sous un format donné. Et on aimerait bien qu'il soit reconnu ici à l'intérieur. Et donc ici, on utilise un post DTO. Donc ici, ou create post DTO. Et donc, ce sont les données. Alors, DTO, c'est Data Transfer Object. C'est l'objet qui a été transféré. Donc, je vais décrire un peu son format en créant soit une interface, soit une classe. On verra tout à l'heure. Et donc, ici aussi, donc, return. Ici, post created. Et on verra bien sûr qu'ici, il faudrait qu'on accède à un service pour faire ça. Et puis après, donc, alors, si on veut modifier une ressource, donc, on va utiliser put. Et au niveau de put, donc ici, c'est update post. Et donc, on va mettre à jour un post. Et donc, il faudrait qu'on sache de quel post on parle. Et donc là, on va récupérer au niveau d'un paramètre donc qu'on va appeler par exemple ID ou post ID ou ce qu'on veut. Et donc là, on va mettre ça dans une variable, enfin dans le paramètre ID. Et là, ici, donc on va tourner pour le moment return post updated. Et puis, alors, donc ça c'est pour, alors bien sûr, mettre à jour, il faut aussi envoyer le post modifié. Et donc là, ça doit être envoyé dans le corps de la requête. Et donc là, c'est body. Alors, body. Et donc ici, et là, on va mettre ici peut-être un nouvel objet, une nouvelle forme.
comment on veut modifier nos objets. Et donc, je vais mettre alors ici updated post DTO. Et bien sûr, ça, on verra. Donc, il faudrait qu'on lui donne le type quand on l'aura créé. Voilà, et bien sûr, donc ici, on récupère ça, le body, le corps de la requête, on le récupère à l'intérieur de cette variable. Et ici, on va pouvoir l'utiliser. En général, ces informations, on va les envoyer au service et on va lui dire de mettre à jour la ressource. Après, alors, donc ça, c'est pour modifier. Et puis, on a delete, donc les requêtes delete, de type delete. Eh bien, ces requêtes, donc on va faire ici un remove post. Et bien sûr, on aura besoin de quel est le poste qu'on veut modifier. Alors ici, je reviens vers poste, s'il vous plaît, ici. Il faudrait que je donne le paramètre ID ici. Donc, ID, je ne l'ai pas fait. Et donc, ici, pareil, je fais delete et je donne le paramètre ID du poste que je veux supprimer. Et bien sûr, donc je dois récupérer ce paramètre, c'est @param. Et ici, donc je le mets dans la variable ID, paramètre ID. Et ici, je vais retourner pour le moment, donc post deleted. Donc, voilà pour l'essentiel des opérations CRUD. Donc ici, get, ça me permet de récupérer plusieurs postes. La plupart du temps aussi, on va voir get pour récupérer un seul poste. Et donc là, on peut faire une copie de ça. Et donc ici, on peut passer ici le paramètre. Je veux récupérer le poste ID. Parce que si vous voulez par exemple modifier un poste, d'abord, il faut le récupérer pour le modifier. Et donc ici, je récupère, donc ici, l'ID c'est param. Et donc ici, param, il faudrait que ça doit correspondre à l'ID que j'ai ici. Et là, ID. Et là, donc, ici, un poste. Je retourne ici, un seul poste. Et bien sûr, pas get all. Donc, alors ici, je mets get all posts. Et ici, get one post. Ok, c'est juste des noms. Vous pouvez leur donner les noms X, Y, Z si ça vous chante. Ce qui est important ici, c'est les méthodes que vous définissez. Et bien sûr, les méthodes doivent avoir des noms différents. Donc voilà pour l'essentiel ici. On peut d'ores et déjà tester donc notre API. Et bien sûr, alors pour get, ici, donc alors ça va m'envoyer tous les postes. Et bien sûr, si je lui dis ici, je lui donne un paramètre ici. Ça, supposons que ça c'est l'ID. Eh bien, il m'envoie qu'il s'agit d'un poste, hein, mais bien sûr, il ne va pas aller me chercher de quel poste il s'agit. Alors maintenant, il nous reste à faire les requêtes post, les requêtes delete et les requêtes put. Et donc, pour faire donc, ces requêtes, vous ne pouvez pas les faire directement comme ça avec le browser. Eh bien, il vous faut donc faire appel donc, à un outil. Et donc, on va utiliser ici Postman. Et donc, pour Postman, ben, il faut l'installer au niveau de Chrome ou alors l'installer de manière autonome. Vous pouvez télécharger l'application Chrome qui est développée à l'aide d'Electron. C'est toujours du HTML, CSS, etc. Alors ici, donc, c'est une app basée sur Google Chrome. Et donc, on lance notre application et on peut déjà tester notre API. Et donc, alors, j'y suis déjà. Donc, ici, je peux faire ici un get. Et donc là, le get qu'on a vu tout à l'heure, donc ça va m'envoyer les posts. Si je fais get avec un paramètre, donc ça va m'envoyer un post. Et par contre, donc on peut faire ici. Alors, si je fais ici, donc si on veut faire post, théoriquement, donc il faudrait qu'on envoie dans le corps de la requête, il faudrait qu'on envoie un objet. Et ça va être le nouveau post. Et donc ici, bien sûr, ici, si je fais
j'envoie avec le corps qui est vide, donc il n'y a pas de problème ici. Mais ici, donc, mais en général, ben, il faudrait qu'on envoie ici, au niveau du corps, du body, ici, il faudrait qu'on envoie, alors vous pouvez envoyer ça sous forme URL encoded, forme data, etc. Et vous pouvez, donc alors si vous envoyez sous forme data, c'est plus simple. Donc un post, il est constitué d'un titre, title, et donc post title, et bien sûr donc ici la deuxième clé, donc j'envoie le body de mon post, et donc au niveau du body de mon post, je vais avoir post body. Mais ici dans notre cadre maintenant de test, ça n'a aucune importance. Peu importe le corps de mon objet, ça va toujours répondre. Donc voilà, alors, et puis après, donc, alors on a post, on a update. Alors pour update, c'est put. Et là, il faudrait que j'envoie ici un ID, l'ID du post que je veux modifier. Et je dois envoyer la nouvelle version de mon post. Et donc ici, donc, vous voyez, donc ça répond. Et puis pour delete, ben, il faut tout simplement envoyer quel est le post que vous voulez supprimer. Voilà, donc ça marche. Maintenant, bien sûr, pour modifier, ajouter et supprimer des posts, ben, il faudrait les créer quelque part, ces posts. Alors, donc ici, en général, il faut faire ça au niveau d'une base de données. Et donc, encore une fois, donc, nous allons utiliser Faker. Et nous allons faire ça au niveau d'un service. Et comme ça va nous permettre de générer déjà un peu de données pour les afficher. Et après, donc, on va faire toutes les opérations CRUD. Alors, pour utiliser, donc, pour créer un service, tout simplement, donc, ici, on va utiliser le générateur. Donc, c'est Nest Generate Service CS. Et je vais l'appeler Posts. Et donc, théoriquement, il va me le ranger dans le dossier Posts. Ici. Il l'a pas fait. J'essaie d'attendre un peu ou de rafraîchir. Alors, je rafraîchis. Donc, voici mon service. Et alors, au niveau de notre service, qu'est-ce qu'on va avoir? Au niveau de notre service, s'il vous plaît. Au niveau de notre service. Donc, notre service, on va l'injecter plus tard. Et donc, ça va créer un objet. Vous êtes d'accord? Dans le container de l'inversion de contrôle. Et donc cet objet, moi je veux bien que je puisse y accéder peut-être à partir de plusieurs contrôleurs. Je veux retrouver mes données dedans. Nous voulons utiliser Faker pour générer déjà des données dans cet objet. Et donc alors pour ça, donc ici il faudrait qu'on importe, qu'on installe Faker. Hein. Donc pour l'installer Faker, donc alors c'est npm install Faker, simplement. Donc il va aller me chercher Faker. Et donc je vous rappelle encore une fois, donc pour Faker, donc Faker JS. Donc au niveau de Faker.js, donc nous maintenant on veut générer des posts. Et donc alors pour générer un post, on peut créer au niveau de l'API. Donc je vais me baser surtout sur alors c'est où? Je vais me baser sur ça, l'orem. Et donc je vais créer une sentence pour le title. Et je vais créer des paragraphes pour le body. Et puis, à la limite, on peut ajouter la date de création, etc. Donc, on peut ajouter d'autres paramètres. D'accord? Alors, donc ici, donc je vais importer Faker. Donc, import étoile as Faker from Faker. Et puis, je vais utiliser la version localisée, local/fr. Comme ça va me générer des noms en français. Et alors, dans mon Faker, donc ici, dans mon service, donc ici, au niveau du constructeur, et donc on peut ici
au moment de l'instanciation de mon objet, je vais utiliser ici une variable private. À la limite, donc, on peut utiliser ici, si on veut, read only. Autrement dit, donc, à cette variable que je vais appeler posts, on ne va jamais lui affecter quelque chose. On va tout simplement appeler les méthodes. Et on peut modifier le contenu seulement en appelant les méthodes de l'objet. Et donc ici, ça va être un objet, enfin un tableau, tout simplement. Et à l'instanciation ici de ma classe, je vais générer des objets dedans. Et donc, si vous vous souvenez, donc on peut faire ici this.post. Et là, bien sûr, au niveau de même si c'est read only, au niveau du constructeur, on peut initialiser la variable. Alors, à la limite, ici, donc, je n'ai pas besoin de dire qu'il s'agit d'un tableau. Et donc, ici, new array. Et donc, on va créer un tableau de quelques articles. Donc, ici, de 20 articles. Et puis, on va remplir notre tableau avec tout simplement des 1. Et puis, on va appeler donc, la méthode map. Et pour chaque élément de mon tableau, on va générer donc, un objet à partir de Faker. Et donc, l'objet qu'on va générer à partir de Faker, ça va être celui-ci, return. Et donc, on va voir pour chaque article, on va lui donner un ID. Bon, donnons-lui un ID. On peut lui donner un ID, mais, ouais, donc ID de points. Je ne vais pas le donner pour le moment. Donc, surtout, donc, je vais insister sur title. Et là, pour title, je vais utiliser faker.lorem, qu'on a vu tout à l'heure, et point sentence. Alors, sentence. Et donc là, ça, c'est une méthode. Et là, ça va générer une sentence, une phrase. Et puis après, donc, le body de mon article, je vais utiliser ici paragraphs. Et là, on peut lui donner ici un nombre de paragraphes que je vais avoir, par exemple 3 paragraphes. Et puis pour mon article, mon post, donc ici, on peut ajouter ici created at, la date de création de mon post. Et là, on va mettre aussi, on va générer une date dans le passé, donc on peut aussi utiliser Faker pour ça, Faker.date.past. Et là, je veux qu'il me génère bien sûr une date dans le passé. Voilà. Alors, bien sûr, je n'ai pas donné d'ID. Au niveau de Faker, donc on peut générer par exemple ici, un slug. Le slug, c'est ce qu'on utilise au niveau des articles, au niveau de l'URL. C'est juste aussi, ça va être une phrase, mais cette phrase, elle est utilisable au niveau de l'URL. On peut aussi utiliser, alors quoi d'autre? Alors les dates que je viens de vous dire ici, donc vous pouvez générer les dates dans le passé, dans le futur, entre deux dates, des dates récentes, futures, etc. Alors, on va lui donner, donc on va donner un autre... bien sûr, donc ici, on va générer des dates, vous êtes d'accord? Et les dates, ils sont dans le passé, mais en réalité, quand vous créez des articles, eh bien, vous les créez chronologiquement dans le temps. Et donc, il faut que les derniers articles soient les plus récents. Et donc, ici, on va faire quand même un sort, on va trier tout ça. Et donc, pour ça, donc là, on est dans la programmation fonctionnelle. Donc là, je vais utiliser pour trier mon tableau d'objets. Et je vais le trier par rapport à quoi? On va le trier par rapport à la date. Donc ici, je prends chaque élément. Et donc ici, alors, pour sort, s'il vous plaît, donc là, la sort, il faut lui passer une fonction de tri. Et cette fonction de tri, vous lui montrer comment il va trier deux éléments. Et donc ici, je vais lui passer comme paramètre ici E1, E2. Et je vais lui dire comment trier ces deux éléments. Alors donc on va faire ici des tests de comparaison. If E1. Ici created at.
est supérieur à e2.created at. D'accord là. Je suis en train d'accéder à cet attribut et c'est ça, c'est là où je fais la comparaison. Alors, dans ce cas, je fais return 1. Donc, je lui dis que ça, c'est supérieur à ça. D'accord? Else, if, et je reprends mon test ici. Mais maintenant, je vais tester. Donc, je vais lui dire c'est quoi l'égalité. Et donc, dans le cas de l'égalité, donc ici, on va faire un return 0. Et dans tous les autres cas, else, on va retourner return -1. Et là, donc grâce à ça, eh bien, ça va me créer... alors, c'est bon. Voilà. Je veux un point virgule. Alors, donc voilà, donc ici, ça c'est le tri. Donc là, je trie. Et après, donc, je vais continuer. Maintenant, je vais ajouter un ID. Et donc, encore une fois, point map. Et donc ici, je vais parcourir tous les éléments. Et donc, à chaque fois, je prends l'élément et je prends l'indice de l'élément. Vous vous souvenez de map? Non, c'est l'élément et après l'indice. Et donc, après, donc ici, je vais faire quoi? Eh bien, je vais retourner. Alors, je vais faire mon objet E. Et je vais lui ajouter un attribut ID. Alors, je vais l'appeler, je ne sais pas moi, donc on l'appelle post ID égale I plus 1. Est-ce que ça va? Donc, à mon objet, chaque tour de boucle, je vais avoir un objet comme ça. Et je vais lui ajouter une clé. Et cette clé, ça va être post ID. Et que je retourne donc ici. Donc, voilà. Voilà pour mon objet ici, post. Alors, donc ici, je vais, mon constructeur, donc voilà, il me initialise mon objet post. Et après, qu'est-ce qu'on va voir ici par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de notre contrôleur? Eh bien, on va avoir le parallèle des méthodes qu'on a eues tout à l'heure. Et donc, on va avoir la méthode create, déjà get all posts. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire cette méthode? CTRL Z, CTRL Z. Alors, get all posts, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va retourner this.post. Ici, en général, il faudrait retourner une promesse, en général. D'accord. Bon, donc pour le moment, on fait les choses de manière synchrone. Et donc, alors, deuxième méthode, get one post. Et donc là, il faudrait qu'on lui passe l'ID. En général, donc cet ID, il va être un number, mais bon, pour le moment, donc je ne dis pas de quoi il s'agit. Et là, on va faire ici un return quoi? Qu'est-ce qu'on va retourner? This.post. Donc il me faut le post ayant l'ID. Donc eh ben, il faut le chercher. Et donc là encore, programmation fonctionnelle, find. Et donc je cherche quoi? Eh bien je cherche le post ayant l'ID. Final ici, donc c'est find. Et donc je vais retourner le premier post qui correspond à ce critère. Et donc ayant post ID à post ID égale à ID. D'accord? Mais ici, mon ID, je suppose que c'est un string. C'est un number. D'accord? Je suppose que c'est un number. Mais en réalité, ça peut ne pas être un number. Et donc ici, quand je fais ici l'égalité stricte, il faut que ça soit... Donc ça, je sais que c'est un nombre, mais ça, je ne sais pas. Donc on verra. Je laisse. On verra est-ce qu'il va faire la chose correctement. Et puis alors, donc après, create post.
Et là, on va créer un post et donc il faudrait qu'on envoie la nouvelle version de notre post. Alors, je vais appeler ça post. Et donc, je peux ajouter ici DTO. Hein, donc, c'est un objet qui représente mon post, un objet JSON qui représente mon post. Et là, on va créer notre post et on va le retourner. Donc, alors, pour créer mon post, c'est this. Quoi? On va ajouter notre post. Alors, bien sûr, donc ici, on va simuler un peu le fait qu'on va travailler au niveau d'une base de données. Et donc, quand vous ajoutez un post, l'utilisateur final, quand il va vous envoyer, il va nous envoyer juste le titre, d'accord? Et le body. Et c'est à nous d'ajouter la date de création et l'ID. Donc, il faudrait qu'on génère l'ID, d'accord? Et il faudrait qu'on ajoute la date. Alors, donc ici, et puis bien sûr, donc on va faire ici un 10.push pour nous ici pour le moment. Et donc, on va ajouter notre, pas 10.push, c'est 10.post.push. Et on va ajouter notre nouveau post. Et donc, il va avoir un attribut post ID qui va être l'indice de mon post. Et donc, celui-ci, il faudrait qu'on le génère. Et donc, je vais appeler une fonction helper que je vais avoir au niveau de ma classe. Donc, je vais getID, je vais l'appeler getID, ou pas getID. Donc, ici, bien sûr, il va se trouver ici, c'est this.getID. Il faudrait qu'on crée cette fonction. Et puis après, ici, title, je suppose que title doit être embarqué dans post DTO, ici, point title, sous la même clé. Et puis, on va voir le body, qui lui aussi donc, va être embarqué dans postdto.body. Et puis, on va ajouter la date, c'est created at, et donc created at maintenant. Et donc, on peut ajouter juste ici, new date. D'accord? Point to string, tout simplement. Et donc, on enregistre la date sous forme d'une chaîne de caractères. Alors, bien sûr, mon objet que je crée ici, là, je vais le sortir et je vais le mettre dans une constante. Et donc là, je vais appeler ça post égale à ça. Et je l'ajoute ici. Et en même temps, je le retourne. Return mon post. Alors l'objet, l'utilisateur, il m'a envoyé que le titre. Il m'a envoyé que le titre et le body. Et le post que je lui renvoie maintenant, il contient l'index, l'ID, et il contient la date de création. Donc c'est différent. C'est-à-dire, autrement dit, l'objet que je reçois ici n'est pas le même que l'objet que j'envoie. Alors, donc ici, voilà pour create post. Et donc ici, on a besoin de ce getID. Et donc, il faudrait qu'on le définisse. Et donc, ça doit être private, getID. Et donc, alors, il doit me retourner un nombre. Et donc, le plus simple qu'on peut faire, c'est de retourner le dernier, enfin, la taille du tableau, par exemple. Mais il ne faut surtout pas faire ça parce que la taille du tableau, donc si vous commencez à supprimer des éléments, hein, après, donc, ça peut vous donner des indices qui vont se répéter. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait en général au niveau des bases de données? Eh bien, on va chercher l'indice le plus grand, d'accord? Et on va retourner cet indice plus 1. Puis mon tableau post, ici, mon objet, ici, post, il contient des posts. C'est des objets. Chaque post a son ID. D'accord? Alors, supposez que vous en avez 5 posts. L'un a l'ID 1, l'autre a l'ID 5, et l'autre a l'ID 9, et l'autre a l'ID 10. Maintenant, je veux générer un nouvel ID. On va chercher au niveau de tous les ID de mes objets. Le plus grand ici, c'est 10, et donc je vais renvoyer 10 plus 1. Si je me base sur la taille du tableau, c'est 4. Et donc, je vais envoyer 5, et peut-être ça va
il y a une clé enfin un ID qui est égal à 5. Alors pour faire ça encore, c'est de la programmation fonctionnelle, c'est très facile à faire. Donc ici, il faudrait qu'on détermine déjà le maximum qu'il y a dans notre tableau, le maximum des ID qu'il y a dans le tableau. Et pour ça, donc vous avez une fonction max, qui s'appelle max, qui vous permet de retourner. Alors max, c'est ça, hein, donc vous pouvez inspecter. Et c'est math.max de 3,9,10. Bien sûr, vous voyez que ça me retourne 10 ici. Donc, vous pouvez donner autant de paramètres que vous voulez. Alors, si vous avez des paramètres sous la forme d'un tableau ici, ça, il ne va pas reconnaître. Ici, donc, il ne reconnaît pas ça, il me retourne none. Il ne faut pas donner les paramètres sous forme d'un tableau. Et par contre, ces paramètres, on peut les éclater en utilisant la notation 3 points. Et donc, on les éclate en paramètres exactement comme ce qu'on avait vu tout à l'heure. D'accord? Alors, j'écris maintenant. Donc, on va écrire return. Alors, qu'est-ce qu'on va retourner? Eh bien, en fonction de mon tableau post, this.posts.length, gth. Alors, si la taille est égale à 0, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a aucun élément. À ce moment-là, je retourne 1. Donc, si la taille est égale à 0, à ce moment, je retourne 1. Sinon, qu'est-ce que je vais retourner? Eh bien, c'est là, on va faire le max. Donc, ici, c'est math.max, la fonction max. Max de quoi? Max de tous les éléments. Et donc, alors, pour récupérer tous les ID dans un tableau, on va faire une map. D'accord? Donc, je fais ici this.posts.map. Et donc, ici, pour chaque élément, je vais retourner e.postID. D'accord? Mais ça va me retourner un tableau. Et donc, ici, je dois mettre ici 3 points, comme on avait vu tout à l'heure. Et donc, ici, ça me retourne le maximum de tous les éléments, de tous les ID. Et je fais plus 1. Et c'est tout. Ah, ici, il n'a pas aimé ça, donc égalité stricte. Parce que là, je compare le length avec le 0. Ah voilà, donc voilà ça pour ma fonction. Alors ça, c'est create post. Après, donc on a update post. Et donc, c'est encore une fonction, update post. Et donc, alors, pour mettre à jour un post, donc ici, il faudrait qu'on envoie... je vais appeler ça ici post DTO, les nouvelles données, et puis aussi l'ID, virgule, le post DTO. Alors donc on veut mettre à jour un post, il faut d'abord le récupérer pour le mettre à jour. Et donc puisqu'on a ici l'ID, donc on va aller chercher ce post. Et donc ici, pour récupérer l'ID, donc ici const post égale this.find. Et je vais chercher dans mon tableau, pas this.find, c'est this.posts.find. Et donc, on va chercher le post ayant le critère ici, e.postID est égal à l'ID qui a été envoyé. Ça me permet de récupérer le post qu'on veut modifier. Et après, au niveau du post DTO, qu'est-ce qu'on va modifier? Eh bien, on va modifier le title. En général, ici, on doit envoyer juste le titre, le nouveau titre, peut-être qui a été modifié, et le nouveau body. Et donc ici, on va faire ici post.title, title, égale post DTO.title. Et puis, .body égale postdto.body. Alors ici, attention, ici, c'est une référence que j'obtiens ici du post. Et donc cette référence, je suis en train de la modifier. Et donc je suis en train de modifier en réalité dans le tableau.
Alors, quand on fera les bases de données, donc ça va être légèrement différent de ça. Et donc, en même temps, ici, je vais retourner la nouvelle valeur. Alors, on aurait pu ajouter un champ updated at. Et donc, ici, c'est là où on va mettre à jour updated at, pas created at. D'accord? Et donc, alors ici, return, je vais retourner mon poste. Et après, donc la dernière, c'est delete. Delete. Alors, au lieu d'utiliser delete, on utilise remove post. Et donc, il faut donner l'ID du poste qu'on veut enlever. Et donc, alors, pour enlever un poste, il faudrait qu'on récupère son indice. Hein? Et donc, ici, pour ça, donc je vais utiliser toujours la programmation fonctionnelle ici. Donc, je vais appeler ça post ID. Pas ID. Donc, ici, index. L'index du poste au niveau du tableau. Et donc, ici, find, vous avez la méthode find index. Et find index ici, ben, il faut faire juste le test. Et quand ça le trouve, c'est la même que find, mais au lieu de vous retourner l'élément lui-même, ça vous retourne son indice, tout simplement. C'est la même chose que find. C'est juste ce qui change, c'est la valeur qui est retournée. Et donc, quand je trouve l'indice ici, on va faire this.post.splice au niveau des tableaux, splice, et je vais supprimer donc cet élément ayant le post index, virgule, et je supprime un seul élément. Et bien sûr, logiquement, ça, il ne faut pas le faire que si on a vraiment trouvé cet élément. Et donc ici, il faut faire if post index est supérieur, strictement supérieur à -1. Vous êtes d'accord avec ça? La suppression, je ne la fais que si... Et après, donc à la limite, ici, donc on peut mettre ça ici, comme ça. Alors, et ici, donc alors ici, on peut retourner ici, return. On peut retourner l'élément qu'on a trouvé ici. Et donc, this.post, l'élément qu'on a supprimé. .post de post index. Vous êtes d'accord qu'ici, on accède à cet élément? Sinon, dans le cas échéant, parce que toujours, il faut répondre en envoyant quelque chose. Et donc ici, vous pouvez envoyer pour le moment, donc ici, notre fin. Donc, on va revenir plus tard à comment gérer les exceptions quand vous cherchez un élément qui n'existe pas, etc. Mais, alors, ça, c'est pas un objet, ça. Donc, ici, juste, j'envoie du texte. Voilà, donc alors on va tester. Et donc alors, bien sûr, pour tester ça au niveau de notre contrôleur, donc il faudrait qu'on mette à jour notre contrôleur pour utiliser le service. Et donc alors, dans notre contrôleur, on va ajouter le constructeur et on va injecter notre service. Et donc pour injecter notre service, c'est private. On peut ajouter read only. Et donc notre service ici, c'est post service, qui est de type post. Alors ça, c'est important ici, post service. C'est avec ça qu'il va faire l'injection. C'est grâce à ça qu'il va faire l'injection. Et après, alors ici, pour récupérer tous les postes ici, donc on va dans un premier temps faire ici this.postService.getAllPosts. Et là, je n'ai pas envoyé de paramètres de la query. Ici, pour ajouter un poste, on peut déjà, CTRL-Z, on peut déjà tester le premier. Donc, on va faire au fur et à mesure, on va tester. Donc, get all posts. Si je reviens ici, je teste ici. Donc, si je mets au niveau de ma route juste posts, alors ça m'envoie des posts, c'est bon, mais il y a des nuls. Donc, il y a un problème par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Et donc, il va falloir qu'on aille vérifier ce qu'on a fait. Alors, c'est au niveau du constructeur ici. Alors, j'ai mis this.post égale new array de 20, .fill.map. On peut juste ici faire ici commenter tout ça.
D'accord? Et donc, alors, je commente tout ça pour voir est-ce qu'il va me retourner des 1. Ouais. Donc, c'est juste après où il y a le problème. D'accord? Et donc, je fais CTRL Z. Alors, ici, on a fait map. Et donc, je peux continuer encore ici et commenter ici. Hein? Ah, c'est moi qui l'ai fait. Donc, ici, j'ai mis CTRL-SHIFT point d'exclamation. Par défaut, pour commenter, c'est CTRL-SHIFT, je pense, moins. Alors, je sais plus, c'est au niveau du clavier AZERTY, par défaut, c'est pas, on n'y accède pas. Mais vous pouvez modifier ça au niveau de la configuration de. Ah, ça marche. Donc ici, c'est juste, alors donc ici, jusque-là, c'est bon. Et puis après, on vérifie le map ici, E. Le dernier ici. Ah, ça vient. Et c'est trié. Seulement, il n'y a pas de ID. D'accord? Alors, le dernier, c'est avec l'ID. Ah, c'est là où il y a un problème. Ah oui, oui, bien sûr, ici, donc vous faites, j'ai fait un map, s'il vous plaît. Et donc ici, je n'ai pas retourné le E ici. Return E. D'accord? Ouais, quand vous faites le map, si vous ne faites pas return, ça fait automatiquement nul. Non. Donc je modifie l'élément et il faut le retourner pour que ça remplace l'élément précédent. C'était tout simplement ça. Pardon. Et donc là, je vais avoir mes objets, voilà. Donc alors je vais réduire un peu la taille, c'est trop grand. Je vais agrandir un petit peu, voilà. Donc voilà, donc ici j'ai title, et donc là j'ai les dates, le mois 1 2018, le 5, le 5-1, alors le 3-2, etc. Donc on voit très bien que les dates sont triées en ordre croissant, et puis les ID aussi. D'accord? Alors ça, donc c'est get all. D'accord? On va maintenant aller traiter la deuxième, donc ça c'est bon, hein, donc au niveau de mon constructeur. On revient à notre contrôleur ici, et là on va lui demander de nous envoyer un poste particulier. Et donc pour ça, tout simplement, on va le demander au service, this.postservice.getOne, je pense, getOnePost. Et donc je lui envoie l'ID, tout simplement. Et alors, donc si je reviens ici, et je fais ici de 6, et ça doit me renvoyer l'ID numéro 6. Je reteste. Et bien sûr, s'il y a une erreur quelque part, ici, on va voir l'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Ah, donc ça ne me renvoie rien du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Return, alors, return. Get this.postservice.getOnePost. On va aller vers le service et on va vérifier getOnePost. Ici, return this.post.find. Et c'est le problème ici là, de l'ID que je disais tout à l'heure. Si je mets ici l'égalité non stricte, là théoriquement, il va me le renvoyer. C'était juste ici, considérer ça comme une chaîne de caractères. Et donc ici, il faut, on peut faire ici number, la classe number de ID. Et là, je peux utiliser l'égalité stricte. Ou tout simplement, on va convertir ça en un nombre. Et donc là, j'obtiens l'élément ion ID. Alors, j'en ai mis 20, donc ion ID 7, etc. Mais si vous demandez un élément qui n'existe pas, il y a un problème ici. Il ne trouve pas et il me dit rien. Ça, c'est pas bien. Et donc ici, dans notre situation, ici, il faudrait qu'on gère les erreurs à ce niveau.
Et donc, au lieu de faire ici un return, eh bien, je vais récupérer const post égale à ça. Et on doit faire un test si le post existe ou non. Et donc ici, if not post, ça veut dire qu'il y a une erreur. Enfin, vous demandez un ID qui n'existe pas. Et donc ici, ce qu'on fait ici, on va générer une erreur, throw new HTTP exception. C'est une exception HTTP. L'utilisateur a demandé quelque chose qui n'existe pas. Et donc ici, c'est une erreur. Ici, donc not found. Et donc, et là, on nous donne aussi le statut de la réponse. Et donc, pour le statut de la réponse, c'est HTTP statut. Donc, on peut écrire 404 directement. Mais ici, on a ces constantes qui sont prédéfinies ici. Donc, not found. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est juste 404. Hein. Vous pouvez le donner manuellement. Mais ces constantes, ils sont définies sous la classe HTTP status. Donc, on peut y accéder. Et là, c'est beaucoup plus explicite au niveau de mon code. Et donc, ici, si je reviens ici, alors, bien sûr, dans le cas où il y a une erreur, donc, je génère cette exception. Et si l'utilisateur existe réellement, donc là, on met un return et on retourne ce poste. D'accord? Donc voilà, alors on va demander cet utilisateur qui n'existe pas. Donc code statut 404, not found, et c'est exactement le texte que j'ai saisi. Alors pour create maintenant, pour créer un nouveau poste, là, il faudrait qu'on utilise maintenant Postman. Et donc il faudrait qu'on envoie le nouveau poste pour pouvoir le créer. D'accord? Maintenant, au niveau de notre contrôleur ici, c'est là où on va récupérer le body du poste. Et le format du body qu'on veut récupérer, on veut juste avoir le ID, le title et le body du poste, de l'article. Et donc ici, on va créer une nouvelle classe et on va l'appeler create. Je vais utiliser exactement le même nom, post.dto. Et donc, cette classe, il faudrait qu'on la crée. C'est le type attendu ici, dans la requête. Et donc, alors, pour créer la classe, alors, je vais la faire maintenant manuellement. Donc, new, file. Et donc, je vais l'appeler donc create post.dto.ts. Ça n'a aucune importance, hein, le nom. Et donc, ici, on va faire un export class et la classe s'appelle create post.dto. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va voir au niveau de cette classe? Eh bien, on peut mettre ici les attributs doivent être publics. Et on va mettre ici, donc en lecture seule, ça veut dire que de toute façon, on ne va pas les modifier en cours de route. À partir de l'instanciation jusqu'à l'utilisation, on ne va pas les modifier. Alors, donc, je vais avoir juste title et qui est de type ici string. Et ça, on pourra voir plus tard qu'on peut valider le contenu de ce type. Est-ce que l'utilisateur a vraiment envoyé un string, une date, etc. Et donc, je fais pareil pour le body, deux points, et lui aussi, il s'agit d'un string. Et alors, donc, voilà pour ma classe, donc CTRL S. Et donc ici, mon contrôleur doit être content si on importe bien sûr la classe. Est-ce qu'il l'a importé? Oui, donc il l'a importé. Mais c'est juste ici, il veut un espace. Voilà. Et il est content. D'accord? Maintenant, on va appeler notre service et on va lui envoyer cet objet. Et donc, le service, c'est this.createPost. Et je lui vois create post.dto. Alors, je vais revenir maintenant à mon service aussi. Et donc, au niveau de mon service create post ici, donc on va lui dire que ça, c'est de type create post.dto. Et là, ça va être importé automatiquement. D'accord? Et ici, donc voilà, donc pour le create post, donc vous avez, donc vous voyez, j'utilise ici pour ajouter mon objet.
Est-ce que ça va? Il faut tester. Alors, pour tester maintenant, on va utiliser Postman. Et donc ici, je vais ajouter donc ici un nouveau post title et un nouveau post body. Et donc pour envoyer ça, donc je l'envoie pour l'URL. Alors je vous remontre ici l'URL ici au niveau du contrôleur. Au niveau du contrôleur, pour arriver ici, il faut faire une requête post. Vous êtes d'accord? Et il faut envoyer un objet de ce type dans le corps de la requête. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici au niveau de Postman. C'est ce que je fais ici. Au niveau du corps, j'envoie title et body. Et au niveau de l'URL, je fais post. Et là, au niveau de la méthode HTTP, il faut mettre post. Et là, je fais send. Ah, il me dit il y a une erreur. Statut 500. Donc, il y a une erreur quelque part. Alors, donc ici, create post DTO. Title, body. Alors, donc, on va voir un peu ce qu'il nous dit ici au niveau de... Parce que là, c'est pas... Donc, il y a une erreur à ce niveau. Maximum cast take size exceeded. Donc, post.controller. Il y a un problème au niveau de mon contrôleur. Ah, qu'est-ce que s'il vous plaît, ici, la méthode que j'appelle ici, j'appelle la même méthode. Là, je suis récursif. Non, ici, il faut appeler la méthode qui se trouve dans le service, vous êtes d'accord? C'était dans post service, create post. D'accord? C'était ça le problème. Et donc, bien sûr, je n'accédais pas au service. C'est lui qui est responsable de l'ajout de l'élément. Et donc, alors voilà, post ID 25, created add. Il ne m'a pas envoyé le truc là, ni le body, ni le title. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, donc ici, pour le savoir, ben, on peut juste aller vérifier tous les postes que nous avons ici. Et puisque je connais l'ID, je peux aller lui demander le poste que je viens de créer. Et donc, il n'a pas été créé correctement, mon poste. Alors après, donc, on va aller faire on va compléter, donc, au niveau des services. Donc, on a le update. Et donc, pour le update, qu'est-ce qu'on va faire? Pareil, donc on va récupérer le poste avec l'ID et donc on va et puis on va modifier. Alors donc ici au niveau du contrôleur, je vais supprimer maintenant le console.log et au niveau du contrôleur, donc ici on va appeler le service tout simplement this.postservice.update post et on lui envoie l'ID. Et on lui envoie le updated, alors DTO. Alors le updated DTO, c'est la même chose que created DTO. Donc on va utiliser created DTO. Donc created. Alors je vais redonner un nom ici au lieu de updated. Created DTO de type created DTO. Et donc j'envoie. Donc alors autrement dit, donc il faut changer peut-être le nom. Au lieu d'appeler ça created DTO, on va l'appeler tout simplement post DTO. Dans notre situation ici. Et là au niveau de notre service, donc on récupère le DTO ici, qui est post DTO, qui est de type created DTO. Et ça correspond. Voilà. Alors on peut tester déjà. Et donc ici au niveau de Postman, on va aller
mettre à jour les postes qui ont été mal formés, par exemple celui-ci. Et donc, on va aller mettre, on va chercher donc pour le post ID de 24, on va modifier le titre et la valeur. Alors ici, donc la requête, la méthode qu'il faudrait utiliser, c'est put. Et il faudrait envoyer le paramètre d'URL, c'est ici le post 24. Et donc ici, nouveau titre pour 24. Donc je vais ajouter juste ici 24. Et on fait send. Et théoriquement, on doit avoir une erreur. Alors quelle est encore l'erreur? Donc ici, update post. Donc on a récupéré. Alors c'est toujours pareil, regardez ici. Si vous vous souvenez, donc ici le ID, il s'agit d'une chaîne de caractères, il n'a pas trouvé le poste. Et donc ici, je vais mettre encore une fois un number de quoi? De ID. Et je renvoie ma requête. Encore 500. Alors, c'est quoi ça? Update. Et bien sûr, ici, oui, bon. Je reteste. Alors, put. 24. Alors, donc, on va loguer le post TPO au niveau du service. Cannot set property type of undefined. Ouais. Alors le problème ici, c'est qu'il ne trouve pas l'élément. Et là, j'ai pas fait de test. Ce que j'ai fait ici, c'est pas correct du tout. Là, je suis en train, je cherche un élément et du coup, je suis en train de remplacer l'élément. Donc ici, cannot set property title of undefined. C'est au niveau de post service update, c'est ici. Et alors, déjà, est-ce qu'on trouve le poste? Donc ici, donc ce qu'on va faire ici, c'est ça. Et on réessaye. Déjà, bien sûr, on va avoir l'erreur. Est-ce qu'il nous a affiché le... Voilà, type cannot title of undefined. Title of undefined. Et donc ici, c'est undefined qui nous a affiché. Et donc, alors ici, il n'a pas trouvé. Alors, notre find ici n'est pas bon. Alors, j'ai envoyé 28, probablement qu'il n'y a pas 28. Alors, on va envoyer 25. Title of undefined. Donc, il ne trouve pas.
Ah, c'est que j'ai pas de... Je suis en train de chercher un poste qui n'existe pas. Et parce que mon truc redémarre, mon serveur redémarre, et là, il faut faire attention, là, parce qu'on n'est pas dans... On n'accède pas à une base de données. Et tout à l'heure, quand on injectait le service, eh bien, le service, donc on créait 20 postes. Et alors, le fait de créer 20 postes, et là, quand j'ai des erreurs, mon serveur redémarre. Et donc, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Là, mon serveur, il redémarre. Et quand on redémarre, l'injection de dépendance se refait encore une fois. Et là, j'étais en train d'accéder ici au poste numéro 25, qui n'existe pas. Alors, par contre, si je vais vers le poste 20, là, ça existe. D'accord? Et là, il a été modifié. Vous voyez ici. C'est tout simplement, c'est parce que ça redémarrait à chaque fois. Et donc, on n'accédait pas au vrai poste. Donc, c'était ça le problème. Et donc, théoriquement, donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Donc, je vais enlever les consoles.log, là. Et donc, je récupère mon poste, s'il existe, bien sûr. Et donc, alors, et puis, je le modifie. Donc, alors, théoriquement, donc, ici, si le poste n'existe pas, alors, donc, ici, on pourrait faire ici, if not post. Si on est en train d'essayer de modifier quelque chose qui n'existe pas, dans cette situation-là, on va retourner par exemple nul. Et là, je sais déjà à l'avance ici qu'il n'y a pas de poste. Si le poste existe, je continue. Et là, je le modifie et je le retourne lui-même. Et dans mon service ici, dans mon contrôleur, pardon, ben, il faut faire attention aussi au niveau de mon contrôleur. Je suis en train de faire un update. Et donc ici, au lieu de faire directement un return, il se peut que mon poste que j'essaie de modifier n'existe pas. Donc je fais un test. Et là, pas un test, donc je récupère la valeur ici dans une constante. Const post ou updated post égale à ça. Et donc ici, dans le cas où on a retourné du service nul, dans cette situation-là, on va retourner, on va générer une erreur. Et donc throw new HTTP exception. Et donc dans cette exception, donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que not found, tout simplement. Donc c'est un poste qui n'existe pas. Et puis donc ici, HTTP status not found. Et dans le cas contraire, ici, quand le poste a été modifié, ben, on le retourne lui-même. D'accord. Alors pour delete, ça va être pareil. Donc au niveau du service, donc déjà on va, pour delete ici, donc on va mettre ici directement number de ID pour résoudre le problème de tout à l'heure. Et donc on cherche le poste, si on le trouve, on l'enlève. Sinon, comme tout à l'heure, donc ici, je vais retourner nul. Et avec nul, je vais savoir au niveau du contrôleur que mon poste n'existe pas. Et donc, alors ici, je vais encore une fois récupérer mon poste qui a été supprimé. Et donc, le poste que je vais supprimer, c'est mon poste service.remove post, et je lui envoie l'ID. Et donc, dans le cas où le poste que j'essaie de supprimer n'existe pas, eh bien, ça va me retourner nul. Et donc, j'ai fait ici if not post. Alors, if not post, eh bien, dans cette situation, je vais générer une erreur, throw new HTTP exception de not found. Et donc ici, HTTP status .not found. Alors ça, on devait le faire depuis tout à l'heure, comme ça, dans le cas où on essayait de modifier quelque chose qui n'existe pas, donc je ne vais pas avoir la fameuse erreur 500 qu'on avait vue tout à l'heure. Donc là, si j'essaye de modifier le poste 29 qui n'existe pas, il me dit not found, donc on n'a pas trouvé. Et si j'essaye maintenant, bien sûr, de supprimer le poste 29, eh
bien, tout simplement, je vais utiliser la méthode delete. Et là, il ne va pas trouver. Mais par contre, je peux supprimer le poste 18. Et théoriquement, alors, il ne l'a pas trouvé aussi. Et donc, on a mis delete post. Et ça veut dire qu'ici, il n'a pas supprimé encore une fois. Alors, remove post. Delete l'envoi ID. Voilà, donc c'est là. Je n'ai pas donné le paramètre, le nom du paramètre. Ah, donc on peut chercher. Hein. Ouais. Donc il fallait donner de quel paramètre j'étais en train de... Et donc là, je ne voyais pas le bon paramètre. Alors, théoriquement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Voilà, donc voilà l'article qui a été supprimé. Et donc si je lui dis 17, là, il va supprimer le 17e. Et si je lui dis le 26e qui n'existe pas, donc il va nous envoyer notre found. Et donc voilà pour la suppression. Donc je pense qu'on a passé en revue toutes les opérations CRUD. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, parce que là, toutes les opérations, on le faisait avec, ici, on les testait à ce niveau. Mais il va falloir créer maintenant la partie cliente pour accéder à tout ça. Et donc au niveau de la partie cliente, peut-être utiliser Angular. Vous n'êtes pas obligé. Mais Angular, donc c'est le même style de programmation. C'est très intéressant de l'essayer aussi côté client. Alors juste pour revenir donc à mon truc ici, donc j'affiche tous les postes. Et donc le 2 n'existe plus, le 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le 17 non plus. Voilà. Donc il a enlevé carrément les postes. Donc voilà, donc j'arrête ici à ce niveau. Donc on peut, si vous voulez, tester la partie client. Ouais. Ouais.